Imagine un instant que tes certitudes du quotidien soient juste des habitudes de pensée, et que quelques phrases puissent les fissurer doucement au fil des minutes, jusqu'à te laisser une vision plus claire de toi, des autres et du monde. Albert Einstein a laissé bien plus que des équations. Il a surtout laissé une manière de regarder la réalité avec curiosité, courage et lucidité. Il disait que la folie, c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Et cette idée vise nos routines, nos relations, nos projets, nos excuses. Il rappelait que l'imagination pèse parfois plus lourd que le savoir, parce que le savoir décrit ce qui existe déjà, alors que l'imagination ouvre la porte à ce qui pourrait exister. Il suggérait aussi que tout ce qui compte vraiment ne se laisse pas toujours enfermer dans des chiffres, et que tout ce qui se compte facilement n'a pas forcément le plus de valeur. Et il mettait le doigt sur un danger discret. Le monde n'est pas seulement menacé par ceux qui font le mal, il l'est aussi par ceux qui regardent sans agir. À ce stade, si ce genre d'idée te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, comme ça tu ne rates pas les prochaines paroles fortes. Et tu donnes aussi un vrai élan au travail qu'on construit ici. Einstein invitait à viser la valeur plutôt que le succès, parce que le succès impressionne, mais la valeur transforme, et elle reste même quand les projecteurs s'éteignent. Pour lui, l'intelligence se reconnaît dans la capacité à changer, pas dans la rigidité, pas dans l'orgueil de toujours avoir raison. Il insistait sur un point essentiel. On ne résout pas un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. Il faut donc oser changer d'angle, même si c'est inconfortable. Il ajoutait qu'une idée mal comprise se trahit par des explications compliquées. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne l'as pas encore assez clarifié. Il défendait aussi la conscience comme une boussole. Ne fais rien contre ta conscience, même si l'autorité te le demande. Et il posait une différence nette entre apprendre et accumuler. La connaissance se construit par l'expérience. Le reste n'est souvent que de l'information. Avec un sourire presque cruel, il parlait de deux infinis, l'univers et la bêtise humaine, tout en avouant qu'il n'était pas totalement sûr pour l'univers. Il normalisait l'erreur. Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Et cette phrase libère, parce qu'elle transforme l'échec en passage obligé. Il affirmait qu'un problème sans solution est souvent un problème mal posé. Ce n'est pas toujours la réalité qui bloque, c'est parfois la question. Il mettait en garde contre une forme de paresse élégante. Trop lire et trop peu penser par soi-même peut fabriquer des habitudes mentales molles. Il résumait l'éducation avec une image simple. Ce qui reste, quand on a oublié les leçons, c'est la vraie éducation, celle qui façonne l'esprit. Et il ramenait la valeur humaine à un geste. La valeur d'une personne se mesure davantage à ce qu'elle donne qu'à ce qu'elle prend. Dans une métaphore presque poétique, il disait que nous dansons tous sur une musique mystérieuse, jouée de loin par un joueur invisible, comme si une part de la vie nous échappait toujours. Il rappelait aussi une vérité vertigineuse. Nous sommes une partie d'un tout qu'on appelle univers, limité dans le temps et dans l'espace. Et il soulignait la force des idées préconçues. Il est parfois plus difficile de briser un préjugé que de casser un atome. Il observait le progrès technique avec prudence. Un outil puissant peut devenir dangereux si l'esprit qui le tient est instable, comme une hache dans de mauvaises mains. Il décrivait la créativité comme une intelligence qui s'amuse, une énergie légère, mais capable de produire du grand. Il cherchait l'équilibre entre science et sens. Une science sans profondeur intérieure peut boiter, et une croyance sans regard scientifique peut s'aveugler. Pour lui, le mystère n'était pas un vide, c'était le plus beau sentiment, la source de l'art véritable et de la science authentique. Il recommandait d'apprendre d'hier, de vivre aujourd'hui, d'espérer demain, et surtout de ne jamais cesser de s'interroger. Il préférait l'utilité à la gloire. Ne t'acharne pas à réussir, cherche plutôt à être utile. Il dénonçait le respect automatique de l'autorité, parce que l'obéissance sans réflexion devient l'ennemi de la vérité. Il critiquait le nationalisme comme une maladie infantile, une fièvre collective qui rétrécit l'horizon humain. Et il pointait un paradoxe fascinant, ce qui est vraiment incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible, comme si la réalité acceptait d'être lue. Plus le savoir avance, plus le mystère s'approfondit, et cette idée calme l'ego parce qu'elle rappelle que la connaissance n'est jamais une fin. Il revenait sur le danger moral. Le monde devient dangereux, non seulement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Il parlait de paix avec simplicité. La paix ne se maintient pas par la force, elle se construit par la compréhension. Il notait que les grands esprits rencontrent souvent l'opposition des esprits médiocres, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils dérangent.
Il célébrait la joie de contempler et de comprendre, comme un cadeau rare que la nature offre à ceux qui observent vraiment. Il critiquait une illusion moderne. De merveilleux moyens de production peuvent créer plus de dépendance que de liberté si l'humain devient serviteur de ses propres machines. Il jouait avec le temps. La différence entre passé, présent et futur peut n'être qu'une illusion persistante, une sensation solide mais trompeuse. Il insistait sur l'effort. Rien de vraiment précieux ne s'obtient sans travail, sans effort, sans sacrifice, même quand le talent est là. Il rappelait une priorité éthique. L'homme et sa sécurité devraient rester la première préoccupation de toute aventure technologique. Il soulignait un risque discret. La seule façon de ne jamais se tromper est de ne jamais avoir d'idées nouvelles. Et c'est une victoire vide. Il encourageait la singularité. Suivre la foule mène rarement plus loin que la foule. Marcher seul peut mener là où personne n'est allé. Il répétait que le vrai signe d'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Comme une lampe qui éclaire au-delà du visible. Il avertissait contre les certitudes trop dures. Ce qui inquiète n'est pas le manque de certitude, c'est l'excès de certitude absolue. Il résumait le génie avec humilité, une petite part de talent et une immense part de travail acharné. Il décrivait l'effet d'une idée nouvelle. Un esprit qui s'ouvre ne retrouve jamais exactement sa taille d'avant. Il liait le bonheur à l'intérieur. Une vie heureuse ne dépend pas seulement de la richesse, elle dépend d'une paix intérieure stable. Il invitait au doute comme discipline. Regarder la vérité en face demande d'apprendre à douter de tout, y compris de soi. Il défendait la curiosité comme une force vitale. La curiosité a sa propre raison d'exister et elle te garde vivant mentalement. Il opposait encore une fois savoir et imagination. La connaissance est limitée, l'imagination entoure le monde, comme un horizon sans clôture. Il souriait des contradictions humaines. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche et que personne ne sait vraiment pourquoi. Il rappelait que l'expérience est une école exigeante. On paie souvent d'avance, mais on y apprend pour de vrai. Il disait que l'éducation ne vaut pas par l'empilement de faits, mais par la formation de l'esprit, par la façon de penser. Il affirmait que tout ce qui est grand et inspirant naît souvent d'individus qui travaillent librement, portés par une responsabilité intérieure. Il pointait notre confusion moderne, la perfection des moyens et la confusion des fins, comme si nous courions vite sans savoir vers quoi. Il glissait une phrase simple, « Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous ne pensons pas, et elle mérite d'être gardée près de soi. » Il refusait l'angoisse du futur, l'avenir arrive bien assez tôt, et l'important est ce qu'on fait maintenant avec lucidité. Il expliquait sa méthode, ce n'est pas forcément une intelligence supérieure, c'est une capacité à rester plus longtemps avec les problèmes. Et il terminait sur une idée sacrée, la vie est un trésor, et le monde que nous avons créé est aussi le produit de notre pensée. Alors dis-moi, quelle idée t'a le plus touché, et laquelle tu veux appliquer dès aujourd'hui, partage-la en commentaire. Et si tu veux d'autres paroles qui réveillent l'esprit, abonne-toi et reviens pour la prochaine vidéo.